Tout pour investir, la place de l'IMO. La place de l'IMO est cette question qui vous obsède peut-être. Est-ce le bon moment d'investir ? Pour y répondre, Marie Cœur de Roy est là. Bonjour Marie. Bonjour Lorraine, bonjour à tous. Mais Marie n'a pas toutes les réponses. Mais bien sûr que si, j'ai toutes les réponses, dis donc. Pierre-Emmanuel Jus, le directeur délégué de Maslow, est là. Maslow, Pierre-Emmanuel et surtout vos données. Bonjour Pierre-Emmanuel. Bonjour Lorraine, bonjour Marie. Et oui, parce que quand vous venez, on crunch de la data, comme on dit en mauvais français, en bon franglais plutôt. On a des données pour non seulement faire les bonnes décisions d'investissement, mais en plus éviter les pièges qu'on va lister avec vous. Bon, on va revenir sur les fondamentaux en fait là. Pendant 10 minutes, on fait un peu de pédagogie. C'est surtout qu'en fait, on s'est rendu compte d'un truc, c'est que ceux qui nous ont dit « Oh mon Dieu, on va avoir une crise financière, ça va être la fin du monde, tout ça », ils avaient plutôt tort jusque-là. En revanche, on a vu un vrai effet psychologique de ce qu'on a comme remontée de terrain là depuis une semaine sur les acheteurs, qu'ils soient pour acheter leur résidence principale ou pour investir. Du coup, je pense qu'il est un peu temps de mettre les choses au clair et de dire est-ce que ça vaut encore le coup d'investir. Donc, avant de démarrer et de rentrer justement dans les données que vous avez récupérées, recoupées pour cibler où on peut ou où il faudrait encore investir, déjà juste votre sentiment de marché. Est-ce que vraiment, je vous pose une question idiote, mais ça me paraît nécessaire de la poser comme ça, est-ce que ça vaut encore le coup d'investir ou il y a plutôt urgence à attendre ? Je pense que dans un avis de tempête, le capitaine, il doit être un petit peu calme et de regarder les vrais fondamentaux. Donc en fait, qu'est-ce qu'on se dit aujourd'hui ? On est en décembre 2024. Est-ce que c'était mieux avant ? Est-ce que ce sera mieux demain ? Comment je fais pour prendre les bonnes décisions ? Donc aujourd'hui, moi, je regarde un plateau qu'on a fait il y a un an. C'était quoi la situation et c'est quoi la situation aujourd'hui ? Donc finalement, les prix, ils ont baissé. Les taux, ils ont baissé. Les loyers, ils ont augmenté. Donc, si les prix ont baissé, c'est intéressant dans ma résidence principale de réfléchir de mon point d'entrée parce qu'avoir un projet de résidence principale, c'est toujours le bon moment. Et pour l'investissement locatif, si les prix baissent et que les loyers augmentent, c'est que ma rentabilité, elle augmente. Donc, c'est quand même intéressant. Et puis, le marché locatif est contraint. Donc, je suis à peu près certain de trouver un locataire et de sécuriser mon investissement. Donc, si j'ai de la sécurité et que j'ai un point d'entrée qui est intéressant, voilà. Moi, ça fait 20 ans que je fais ce métier-là, depuis 2005. Je travaille dans un groupe qui existe depuis 40 ans. Et je pense que toute ma vie, on me posera la question, est-ce que c'est le bon moment d'investir ? Est-ce que ça va pas baisser ? Bien sûr, c'est toujours la question, mais en même temps, les réponses, à chaque fois, on dit toujours, moi je me vois très bien aussi, on répétait la même, si c'est votre projet, c'est le bon moment, quoi. Mais il y a... Merci Lorraine, quelle belle imitation. Non, mais il y a quand même un vrai sujet autour de l'investissement locatif, effectivement, compte tenu aussi de la sauce fiscale à laquelle on va être mangé, parce que quand bien même on répète à longueur de temps qu'on n'achète pas un produit défiscalisé ou défiscalisant, mais de l'immobilier, on sait très bien que les candidats à l'investissement, c'est quand même aussi ce qu'ils regardent. C'est-à-dire, est-ce que vraiment ils vont être maltraités fiscalement ? Est-ce qu'ils vont être aidés ? Pour combien de temps ? Dans quelle mesure ? En investissant comment ? Enfin, c'est normal aussi que là, aujourd'hui, typiquement dans ce blocage politique et cette incertitude, on puisse se dire, oh là là, je fais rien, j'attends. Oui, alors ce qu'on constate aujourd'hui sur le marché par rapport à cette incertitude politique, c'est ça peut être de l'attentisme, évidemment. C'est aussi comment je recycle mon cash. C'est aussi qui vend, qui achète. Aujourd'hui, le marché, c'est quoi ? C'est le très mauvais moment pour vendre. Donc, c'est le bon moment pour acheter. Aujourd'hui, celui qui a le pouvoir, c'est l'acheteur. Ce qu'on voit aussi, c'est que les gens qui vendent aujourd'hui, ce sont des gens qui sont plus âgés. Aujourd'hui, 33% des gens qui vendent leurs biens immobiliers aujourd'hui, ils ont plus de 70 ans. On voit la part des plus de 60 ans augmente. Pourquoi ? Parce qu'ils sont propriétaires de ce patrimoine depuis longtemps. Les travaux, la rénovation énergétique, etc., ça les gonfle, donc ils ne veulent pas s'en occuper. Donc, ils arbitrent finalement un bien qu'ils ont depuis 10, 15, 20 ans, voire plus dans leur portefeuille. Donc ça, c'est important. Sur la sauce fiscale, effectivement... Ils coupent une ligne perdante. Pas perdant, parce que si vous avez acheté il y a 20 ans, en fait, ils encaissent finalement leur plus-value. Et là, finalement, effectivement, ils ont peur des changements fiscaux, ils ont peur des changements de réglementation. Alors, caricatural, je suis désolé, plus on est âgé, plus on a peur du changement. Donc finalement, j'arrête, je récupère mon cash et je vais sur un actif sécuritaire, même si moi je considère que l'immobilier est évidemment un actif sécuritaire. Sur les enveloppes fiscales et les incertitudes. Aujourd'hui, on a le nu, le meublé. C'est évidemment la possibilité, lorsqu'on investit dans le meublé, de passer à côté de l'impôt lorsqu'on est en période, on va dire, de rendement, de rentabilité. À partir du moment où on va faire travailler l'argent des autres,
autres, le crédit, finalement, moi, je préfère faire travailler l'argent de mon banquier que mon argent à moi. Donc, tant que j'ai des intérêts d'emprunt, finalement, ma fiscalité, elle est assez faible. Celui qui est matraqué fiscalement aujourd'hui, c'est celui qui a fini de payer son crédit, qui est à l'IFI. Alors là, oui, effectivement, qui loue en nu, qui tape l'encadrement des loyers à son changement de locataire. Oh, mais alors, là, c'est pas sur l'encadrement des loyers, je vais pas être d'accord. Voilà, donc là, il cumule. Et donc, à un moment donné, sa rentabilité. Mais du coup, pour les gens qui ont peur de ça, qu'est-ce que vous leur dites ? Vous leur dites effectivement, on va attendre, ou est-ce qu'on a quand même malgré tout un peu de visibilité ? Je veux dire quand même le sens de l'histoire, vous parliez du nu et du meublé, le sens de l'histoire c'est plutôt qu'on va aller bon an mal an vers de moins en moins de soutien à l'investissement en location meublé ou touristique et de peut-être, on l'espère, en tout cas ça avait été voté dans le cadre du précédent débat budgétaire, vers quelques aménagements et quelques allègements du côté de la location vide, la location nue. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà dire à ceux qui attendaient pour investir que globalement, à partir de là, ils peuvent aussi se positionner sur ce qui peut potentiellement, et encore une fois, on est toujours obligé de mettre énormément de conditionnels, s'avérer être le meilleur investissement en termes de fiscalité Alors, moi, je vais faire un autre choix. Que Surtout vous... pas. Non, c'est aujourd'hui ce qui est dans les projets de loi de finances, ou en tous les cas, les choses qui sont transpartisanes, qui obtiennent un accord d'un grand bloc de gauche et de droite, c'est quand même de remettre de la résidence principale sur le marché. Ouais. Qu'elle soit nue ou meublée. Parce que même enfin, ce monde post-idéologie dans lequel on peut rentrer. Non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas fracturer le nu ou le meublé. Il faut plutôt fracturer résidence principale, pas de résidence principale. Tous les élus de terrain, aujourd'hui, ont une problématique sur remettre des logements sur le marché et des logements... Enfin, Pierre-Emmanuel, je suis désolée, le budget tel qu'il était prévu... Alors, certes, il est parti aux oubliettes, mais enfin, à mon avis, il va revenir bon an, mal an, plus ou moins de la même manière. Mais enfin, il était en train de réduire l'avantage sur la location meublée non professionnelle. Et là, on ne parlait pas que du saisonnier, voilà. Et en revanche, il prévoyait via des amendements déposés par les députés et validés à droite comme à gauche d'ailleurs, d'alléger à l'inverse la fiscalité sur la location nue. Qui était forte. Après, si on regarde ce qui s'est passé au Sénat, notamment, donc qui était la dernière mouture, c'est quand même des amendements proposés par le gouvernement qui ont été repris de ce qui avait été présenté à l'Assemblée nationale sur le fait que sur la location meublée, notamment sur la réintégration des amortissements à la sortie, c'est ça la menace sur le meublé, était exclue la résidence principale du locataire, et y compris les résidences de service sur les deux catégories que sont les étudiants et les seniors entre au début et à la fin de notre vie. Donc quand je vous écoute, en fait, je me dis qu'il vaut mieux pas que j'essaye d'arbitrer en fonction de ce que je pressens ou non. Donc, c'est quoi les règles en immobilier ? L'emplacement. Oui. Et ça tombe bien parce que vous avez des idées d'emplacement à nous suggérer. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'idée, c'est où est-ce qu'il y a des points d'entrée qui sont intéressants et où est-ce que je peux éviter les contraintes. Et finalement, il y a aussi un marché, un ticket d'entrée, une enveloppe des investisseurs qui a changé. Donc nous, on a toujours l'habitude, souvent, de parler des grands bassins d'emploi, des grandes villes, mais tout le monde ne peut pas investir dans des centres de Lyon, de Bordeaux, de Montpellier. Je ne fais pas la caricature de Paris, évidemment. Donc c'est de regarder finalement dans ces aspirateurs économiques qui sont importants, qui donnent donc de la sécurité et de la lisibilité pour l'investisseur, le fait de trouver un locataire, le fait de trouver un locataire solvable et aussi de revendre son bien. D'accord ? Et donc, c'est d'aller chercher autour de ces grandes agglomérations des villes de 30 à 60 000 habitants. D'accord ? Pas des villes de 10 000 habitants. Je m'explique, des villes de 10 000 habitants, aujourd'hui, le marché naturel de la transaction, c'est entre 1 et 3 %. Donc, dans une ville de 10 000 habitants, si j'ai 100 transactions à l'année, ou 150 ou 200 transactions à l'année, mon T2 ou mon T3 que j'ai acheté, que je veux revendre dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, il va se retrouver sur un marché sur lequel il y a 200 transactions, mais 200 transactions sur des T1, des T2, des T3, des 4, des maisons. Sûr. Donc en fait, mon appartement, il faut que ce soit le plus beau, le plus joli, le meilleur emplacement pour qu'il se vende. Donc le fait faut que ce soit des marchés dynamiques en termes de volume de vente, quoi. Exactement. Ce sont des villes qui sont effectivement autour de ces poumons économiques. Plutôt que de regarder la tension locative, regardons un autre sujet qui est la vacance locative. D'accord ? Les logements vides, il y en a encore beaucoup dans les banlieues de grandes villes. La moyenne nationale, c'est 8%. Sur les villes que l'on a sorties autour de Bordeaux, de Lyon ou de Nantes, c'est moins de 5% de logements vacants. Donc ça, c'est des choses intéressantes, des critères nationaux. Oui, parce que l'enjeu, c'est quand même, on le rappelle, de trouver un locataire. Et quand il y a des trop gros rendements affichés, c'est souvent qu'il y a un fort taux de vacances. Oui, ou que le prix mètre carré est très faible et où il y a un risque... que tout le monde devienne propriétaire plutôt que locataire. Exactement, c'est évident. Ensuite, il y a l'emploi. C'est-à-dire que l'emploi, on peut regarder des critères de taux de chômage ou des choses comme ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'autres choses. Là, ce que l'on regarde, c'est
vous parlez aussi souvent sur l'antenne des fermetures d'entreprises, des plans sociaux. Actuellement, on est aussi dans cette période-là. Donc nous, on va regarder les zones sur lesquelles il y a encore de la confiance de la part des employeurs. Donc il y a une étude annuelle BMO qui s'appelle les besoins de main-d'œuvre. Et donc les besoins de main-d'œuvre, ça c'est staté et c'est annuel. Donc on a des stats d'octobre 2024 qui disent où est-ce que les patrons aujourd'hui cherchent du boulot. Donc moi je traduis ça investisseur. Je vais investir dans une ville sur laquelle aujourd'hui mon locataire ou celui qui arrive dans la ville trouve un travail et solvable. C'est d'autant plus malin qu'on a vu les gigafactories de Dunkerque se retrouver sans logement pour héberger les futurs salariés. Donc bref, donnez-nous des noms, on est pressé par le temps et on a envie de savoir. On va regarder les grandes villes qui sont évidemment intéressantes. Donc on a sorti des villes de 30 à 60 000 habitants qui sont autour de Nantes, Lyon et Bordeaux, qui cumulent plusieurs choses, tout ce qu'on vient de dire, et puis également un écart de prix mètre carré qui est intéressant. Et puis pour ce qui est de Lyon et Bordeaux, qui évite l'encadrement des loyers, je sais que ça ne va pas vous plaire. Non. Pour que ça puisse mettez pas de mauvaise humeur, elle est plutôt de bonne humeur et on est que mardi. Alors, je vais essayer de la garder de bonne humeur. Donc, à Nantes, on va plutôt aller sur Saint-Herblain. Parce que là, aujourd'hui, on a un taux d'employabilité, par exemple, pour 100 habitants qui est de 200 emplois durables. Donc, on est sûr de trouver du boulot parce qu'on a cet aspirateur économique nantais. À Lyon, on va plutôt cibler Mézieux et Saint-Priest, qui sont deux villes de l'Est lyonnais, connectées en tram. C'est 800 € du mètre carré moins cher que Lyon. J'ai eu peur, je me suis dit 800 € du mètre carré, qu'est-ce qui se passe? Alors que mon loyer, il n'est pas de 200 € de moins ou 300 € sur un T3. Donc quand je suis investisseur, c'est de trouver les bonnes clés d'ajustement entre mon prix d'acquisition et mon loyer. Et puis sur Bordeaux, on va aller sur Villeneuve-Nornon, sur Pessac, sur Bègles, sur lequel là aussi on a de la connectivité. On a un prix mètre carré qui est évidemment moins cher et on a un rendement qui reste attractif. Dans ces villes-là, on est autour de combien en termes de rendement ? On va être l'immobilier, quoi qu'on en dise, ça va toujours rapporter entre 4 et 5%, 6 ou 7 si je fais du meublé et que j'évite l'impôt. Quand non mais justement, là où je voulais vous emmener, c'était de dire voilà des rendements que vous pouvez obtenir et c'est hors dispositif fiscal attrayant ou ristourne ou machin. Et c'est peut-être ça le sens de tout ce qu'on vient de raconter en fait. Et sans aller travailler des niches qui sont souvent des niches d'opportunités de marché lorsque le vent est dans le dos. C'est-à-dire quand je vais travailler la colocation, c'est parce qu'il y a une problématique de logement sur les petites surfaces, mais on oublie que la colocation, c'est plutôt 9 mois de détention par chambre, donc on a un turnover qui est important et on va devoir investir dans des travaux plus importants. Mais ça reste une niche, mais je vais devoir investir dans des grands logements. Lorsque je vais travailler le Airbnb, c'est de se dire, ma valeur locative de logement, c'est 600 € par mois, je vais pouvoir le louer 100 € la nuit, quel idiot, je vais le faire. Oui, mais maintenant, les contraintes sont, la récré est un peu finie, donc mon tableau Excel va falloir qu'il fonctionne en résidence principale. Donc ça, ce sont des secteurs qui sont certains sur un marché locatif traditionnel, certains, et sur lequel mon placement de mon père de famille qui résiste. Je peux préparer ma retraite, financer les études de mes enfants, capitaliser, parce que c'est pas que moi qui paye. Et là, on fait un bon investissement. Et peu importe la motion de censure. Il y a quand même beaucoup de villes dans votre top qui sont sur la façade ouest. Ouais. Il y a Saint-Herblain à côté de Nantes, Saint-Priest qui est du côté de Lyon, Bègles pas dans la métropole Bordeaux. Ouais. Il y a Rezé du côté de Nantes aussi. Ouais. On a même un peu plus au sud les Sables d'Olonne. Qu'est-ce que ça dit ? Ça dit qu'aujourd'hui, l'employabilité, notamment, c'est-à-dire que là où les patrons sont les plus confiants plus inquiets parce qu'ils ont besoin de manœuvre, c'est effectivement sur cet arc ouest. C'était la ruée vers l'ouest, surtout alors un peu avant avec la question météo. Ouais. Mais encore, je ne sais pas si il y a Saint-Malo en position 8, mais il ne faut pas trop faire de pub pour Saint-Malo. Non. Donc voilà, ça veut surtout dire ça, c'est-à-dire flux migratoire positif, vacances locatives qui est ridicule, confiance des employeurs qui sont à la recherche aujourd'hui de main-d'œuvre. Donc ça, ce sont des critères sur la certitude de trouver un locataire et puis la certitude de la sortie. Quand on fait un investissement locatif, le bon calcul sur le bon rendement, la bonne rentabilité de mon investissement, c'est pendant et après, combien j'ai acheté, combien je revends, combien ça m'a coûté pendant. Et sur ces villes-là, on a quelques certitudes. Ouais, moi j'ai eu un peu du mal. Viser plutôt le rendement immédiat plutôt que la culbute en sortie, on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Vous êtes propriétaire à Saint-Herblain ? Je ne suis pas propriétaire et vous le savez globalement, mais je dis juste qu'on a pu être surpris par l'évolution des prix à quelques moments de l'histoire en fait. Donc oui, quand on fait un investissement pour le coup, il ne faut pas viser forcément la culbute en sortie. Non. Déjà, si vous avez un rendement confortable et une sécurité de trouver un locataire, c'est formidable. Et sortir au bon moment, plutôt quand j'ai pas de locataire pour que je vise la revente en résidence principale. Pile quand j'ai des gens. Ouais, bien sûr. Marie, j'ai du boulot pour nous. Je salue un auditeur en particulier, il s'agit de Florian qui nous écoute attentivement en direct et parfois en podcast. Il est viticulteur en Champagne.
Et Alors écrivez-nous au 2 rue. non, et Florian, il m'a confié sa situation très intéressante parce qu'il nous suit, il a regardé le match des villes et il nous sollicite du coup pour un match des projets. À travers une holding qu'il a créée, il pense à plusieurs investissements immobiliers. Alors je vous la fais courte, mais on va travailler sur son cas pour vendredi si ça vous va. Il hésite entre investir dans un appartement plaisir en haute montagne, un appartement plaisir du côté de Gérardmer, plutôt dans les Vosges, donc moins haute montagne, ou un investissement locatif dans une ville qui n'est pas du tout à la montagne, à Saint-Dizier, ville où il a l'air d'aller de temps en temps. Et il aimerait qu'on l'aide à faire le tri dans ces différentes solutions. Je pense que sa situation pourrait être intéressante pour extrapoler. Oui, on pourra en parler. On sera hyper bien entouré vendredi. Ça me permet de vous teaser l'émission de vendredi, puisqu'on aura à la fois Stéphane Descartier de la maison, qui est de la maison de l'investisseur, mais qui est un spécialiste d'investissement locatif et qui pourra. Beaucoup. Ah bah voilà, un ami de Pierre-Emmanuel. On partage plein d'avis en commun. En similaire, c'est super. On aura aussi mon cher et tendre confrère Olivier Marin du Figaro. Et puis, on aura nos partenaires du site Bien Ici qui pourront aussi nous aider à prendre le pouls de ce qui se passe en ce moment sur le marché. Donc on sera très 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 bien entouré pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à nous écrire, à nous envoyer des caisses de champagne. Ouais, mais non. Non, Florian, je plaisante. on vous aidera à faire le choix effectivement en termes d'investissement à travers la holding que vous avez, quelle est la bonne solution, passer d'une EI à une EARL peut-être avec la constitution d'une holding, ce que vous avez fait avec cette logique patrimoniale. On décryptera votre cas si vous voulez bien Florian et on espère qu'on vous éclairera.